Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Avomarque, votre rendez-vous 100% handisport et sport adapté, c'est à retrouver toutes les semaines sur Sport en France. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le para-aviron avec mes trois invités, Charles Delval, Martin Delville et Margot Boulet. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Sport en France. Nous sommes galants. Ici, on va commencer avec vous, Margot. Alors, vous êtes une championne de para-aviron et on va revenir sur vos performances, mais surtout sur votre parcours assez extraordinaire dans cette émission. Martin, vous êtes tout jeune et vous êtes un futur espoir du para-aviron. Vous nous raconterez également comment vous êtes venu à cette discipline. Et Charles, vous êtes un peu le patron de la discipline et on va la découvrir, cette discipline. Comme vous le savez, ce sera mon défi dans la première partie de cette émission. Alors rappelons que c'est la Fédération française d'aviron qui gère depuis 2005 le para-aviron. L'intégration de la discipline s'est faite aux Jeux paralympiques de Pékin. Ça a été décidé en 2005 et les Jeux paralympiques se sont déroulés en 2008. Charles Delval, on va commencer avec vous. Vous êtes chef de secteur et manager du para-aviron. Vous êtes aussi entraîneur national. Expliquez-nous un petit peu, vous lancez une campagne de recrutement. Expliquez-nous les raisons de cette campagne. Est-ce que finalement, on n'a pas du mal à recruter les futurs athlètes en para-aviron? Je ne dirais pas qu'on a du mal, mais on cherche toujours un peu plus de concurrence. Donc c'est pour ça qu'on a voulu surfer un petit peu sur les bons résultats de notre équipe à Tokyo et de lancer une campagne de communication un petit peu agressive en présentant nos différentes catégories, nos différents types de handicaps possibles, et puis un peu de provoquer les gens en disant pourquoi pas toi, quoi. Alors comment est-ce que vous l'orchestrez cette campagne? On a fait un tournage vidéo autour de 3 ambassadeurs, dont Margot est une des ambassadrices en PR3. C'était vraiment des présentations de parcours de vie. PR3, c'est une des catégories, on y reviendra juste après. C'est bien ça, voilà. Et ensuite, on s'est appuyé sur un réseau avec nos partenaires, et puis la diffusion sur tous les réseaux sociaux, et bientôt des sorties aussi de campagnes format papier, et qui déboucheront sur une journée de détection en présentiel le 9 avril à Vers-sur-Marne. Alors justement, comment se déroulent les détections et vous recrutez les futurs candidats juste à travers cette campagne? Non, c'est beaucoup aussi de contacts, de bouche à oreille avec les clubs, avec notre entourage. On aura des beaux exemples avec Margot et Martin, mais je dirais que c'est de la détection au quotidien, quoi. Il n'y a pas forcément beaucoup d'athlètes para-aviron dans les clubs, donc il faut aussi de temps en temps les démarcher, les chercher pour tomber, pourquoi pas, sur le futur champion. Combien de participants à ce programme pour l'instant? Alors sur le programme de détection, on a à peu près une quinzaine de personnes qui sont passées pour l'instant. On a environ... C'est pas énorme, si. C'est pas énorme, mais ça vient de partir. Et j'ai envie de dire que cette campagne... C'est un bon cru par rapport aux années précédentes? Non, on n'avait jamais lancé vraiment de campagne comme celle-ci. C'est une première. Et puis c'est une campagne qui pour moi va durer dans le temps, qui s'inscrit sur 2022, 2023, voire jusqu'à Paris. On peut à tout moment encore trouver potentiellement un champion. Margot en est l'exemple sur ces dernières années. Donc oui, c'est quelque chose qui lance et qui fait connaître le para-aviron. Donc en fait, vous n'avez pas vraiment d'objectif en termes de nombre d'athlètes à recruter. Déjà, si vous en avez un, c'est bien, quoi, c'est ça? On en cherche peut-être 2 ou 3, parce qu'on a des bateaux d'équipage. Effectivement, on doit compléter les équipages en fonction de potentiel et de type de pathologie compatible dans les catégories. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité pour un athlète d'être rapidement intégré à l'équipe de France si le potentiel est là? Combien de temps ça prend, en fait? Ça peut être rapide s'il y a vraiment le potentiel physique. C'est vrai que quelquefois, ça peut choquer de se dire on peut faire du para-aviron, on est rapidement en équipe de France. Ouais, ça peut se faire si derrière on a un bagage, si on a une connaissance un petit peu du sport, si on a un sens de glisse. C'était le cas pour Margot ou pour Erika. C'est ce qu'on essaie de déceler un petit peu aussi avec Martin. Mais ça peut aussi prendre quelquefois 3 ans, 4 ans, 10 ans pour acquérir la maturité. Alors justement, Margot, vous êtes passée par ces détections, parce que ça fait pas longtemps finalement que vous êtes une athlète de para-aviron, racontez-moi. Alors moi, je ne suis pas passée par les détections. Ça s'est vraiment fait par le bouche à oreille via mes parents qui sont dans un club d'aviron en tant que bénévole. Et on dit, ma fille, elle est trop forte, vas-y, essayez-la, quoi. Pas du tout. Pas du tout, mais je me souviens justement d'un appel avec Charles pour en discuter justement de mon profil, de ce que j'avais connu en tant que nageuse, quel niveau j'avais eu et quelles étaient aussi mes pathologies pour savoir si c'était faisable. Et donc j'ai été convoquée sur un stage en décembre à Vers-sur-Marne et c'est comme ça que ça a commencé. Par une épreuve physique, donc le test sur ergo sur 2000 mètres, donc pour voir justement ce que j'avais un peu dans le ventre. Et puis après, on précise que l'épreuve physique, c'est
c'est plutôt votre domaine, hein, puisque vous étiez une ancienne sportive de haut niveau en natation, c'est bien Oui, ça? exactement. Martin, comment ça s'est passé, vous, la découverte du para-aviron? Comment on arrive à se dire, tiens, je vais aller faire du para-aviron? Ça commence de façon un peu naïve, c'est-à-dire que il y a 6 mois, je crois, j'envoie un mail à un organisme qui s'appelait La Relève. Très, très récent, là. Oui, en fait, ça a pris pas mal de temps. Donc, j'avais envoyé un mail il y a 6 mois, donc c'était quelque chose qui était un peu tombé aux oubliettes. Puis, on m'envoie un mail pour me convoquer à une espèce de réunion Zoom où j'explique un peu ma situation, c'est-à-dire que je fais un peu de natation, j'aime le sport de fond. J'avais l'objectif peut-être de devenir performant en natation, parce que j'avais des bonnes sensations, etc. Ouais. Et on m'a orienté assez naturellement vers l'aviron, en fait, du fait de mes données un peu physiologiques. Puis en fait, j'avais un peu un background en sport de fond. Et puis, on m'a mis en contact tout de suite avec Charles pour les classifications. Et, Pourquoi pas la natation, alors? Enfin, vous étiez peut-être pas si fort que ça, alors? ouais, non, mais en fait avant mon accident, j'ai eu un accident de ski il y a 3 ans. Quel est votre handicap qu'on précise pour nos Alors, j'ai eu un spectateurs? accident de ski où je me suis fracturé une vertèbre lombaire. Et donc, dans ce cas de figure, il peut y avoir des morceaux de vertèbres qui se mettent dans la moelle épinière et qui font des lésions de la moelle épinière. C'est mon cas, donc on appelle ça paraplégie incomplète, c'est-à-dire qu'on a une fonction limitée des membres inférieurs. Et donc voilà, donc, les classifications avec Charles, histoire de voir comment ça se passe, hein, parce que moi je n'avais aucune idée de ce que c'était que l'aviron. La veille, naïvement, on tape sur YouTube aviron Ah PR1, oui. PR2. Je dis ah oui, d'accord, c'est comme ça. Ah ouais, donc c'est un bateau, il y a des rames. Il y a eu un petit concours de circonstances où il a été détecté et en même temps on menait la campagne de com et 10 jours après on avait des sessions de classification, donc ça tombait bien. C'est pour ça qu'on a convoqué Martin rapidement pour détecter son profil tout de suite. Alors justement, je pense que nos téléspectateurs connaissent l'aviron dit traditionnel, peut-être moins para-aviron. Les classifications, est-ce qu'on peut y revenir, Charles? Quelles sont les classifications du coup de la discipline? Donc on a 3 catégories fonctionnelles en aviron, c'est pour ça que ça reste plutôt assez simple et que ça a été intégré au programme des Jeux en 2008. Simplement, il y a les PR1, PR2, PR3. PR pour para-rowing, la dénomination internationale. PR1, c'est la classe de bateau qui utilise que les bras et une partie des épaules du buste pour propulser le bateau. Donc c'est le cas de Martin, c'est un siège fixe, c'est une sangle qui maintient la poitrine pour ne pas basculer vers l'avant. Ça, c'est PR1. C'est PR1 et ça se passe en bateau individuel. Okay. La catégorie PR2, utilisation des bras et de la totalité du buste. Okay. Donc les jambes sont sur un siège fixe, très peu d'utilisation des jambes. Et la 3e catégorie, les PR3, c'est l'utilisation des jambes, du dos et des bras. Donc comme le cas de Margot, le même geste quasiment que les rameurs valides. Et ces classifications sont faites standardisées par un classificateur médical et un classificateur technique pour pouvoir effectivement mettre les personnes dans les bonnes catégories pour l'équité du sport. Donc Martin en PR1, Margot en PR3, que nos téléspectateurs comprennent bien. Vous, quels sont vos handicaps? Alors moi en aviron, je suis classifiée par rapport à ma cheville, donc j'ai une prothèse interne de cheville qui malheureusement ne m'a pas permis de retrouver toute ma mobilité de cheville. Donc concrètement, je ne peux pas tendre et plier mon pied et du coup j'ai du matériel adapté pour me permettre de ramer quand même sans faire trop mal à ma cheville non plus. Ok, donc vous, votre classification, elle est liée uniquement à votre cheville parce que je crois que le dos a été touché. J'ai également eu une lombaire de fracturée, mais je m'en suis un peu mieux sortie. Mais mon dos ne rentre pas vraiment en compte dans ma classification en aviron. D'accord. Revenons sur l'état du para-aviron. En France, combien de licenciés compte la discipline actuellement? Alors, on a à peu près 500 licenciés, handicap physique mais aussi handicap mentaux. Hein, on touche aussi les déficients visuels. Plus d'hommes, plus de femmes. C'est plutôt un sport d'hommes. Et ouais, c'est à 45% de femmes peut-être. Ah bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et de toute façon, le para-aviron est une discipline mixte. Ouais. C'est-à-dire que la catégorie de Margot, le 4 avec barreur, c'est 2 hommes, 2 femmes. Le double PR2, c'est 1 homme, 1 femme. Voilà. L'équité est entièrement respectée. Qui est différente de l'aviron traditionnel. C'est ça. En aviron traditionnel, au niveau international, il n'y a pas de course mixte, pas encore en tout cas. Alors j'aimerais comprendre, est-ce qu'on peut mixer des handisportifs avec des athlètes traditionnels? En compétition nationale, pourquoi pas. Ouais.
Pas encore à l'international. C'est vrai que Margot, par rapport Quand vous dites pourquoi pas, c'est possible, il y a des compétitions qui sont organisées avec cette mixité handi et... Notre valide. parcours de compétition se fait sur le même championnat du monde que les valides. Il n'y a pas de course où on mélange dans le même bateau, par contre, un athlète para et un athlète valide. Mais voilà, on est complètement intégrés, hormis les Jeux Olympiques et Paralympiques. Hein, mais sinon, on a le même circuit international que les valides. Alors, est-ce qu'il est possible d'effectuer des modifications sur les embarcations, du coup, en fonction de la classification? Oui, souvent, en fonction de chaque athlète, on essaie de voir les possibilités et les incapacités physiques dans le bateau. Donc, du coup, nous, on essaie, avec nos petits outils de bricoleurs et nos yeux d'entraîneurs, d'adapter le mieux le matériel pour les athlètes, le mieux à la pathologie. Ah oui, c'est au cas par cas, quoi. C'est au cas par cas, vraiment. Dans un premier temps, c'est vraiment pour le bien-être, le confort, vérifier à ce qu'il n'y ait pas de frottement, que ce ne soit pas en tension. Et puis après, on essaie d'orienter ça dans un but de performance pour que Margot puisse utiliser une flexion de cheville maximale pour utiliser l'ensemble de la flexion de jambe. Dans le cas de Martin, on va essayer de trouver un siège qui lui permette de fléchir légèrement ses jambes, de l'installer sans qu'il y ait de frottement, qu'il soit calé à droite, à gauche pour pas qu'il y ait de soucis d'équilibre. Donc c'est des choses comme ça qu'on fait au fur et à mesure. On travaille aussi quelquefois sur des poignets ou les gens qui sont amputés avoir des adaptations qui sont déjà intégrées dans le bateau. Donc c'est vraiment du cas par cas au début du bricolage et puis après ensuite on fait ça un petit peu avec des prothésistes, avec des personnes un peu plus qualifiées. Ouais. Margot, qu'on comprenne bien, la modification qui a été faite sur votre bateau, c'est quoi exactement? Alors moi, ça s'appelle la planche de pied. En fait, les pieds sont fixés dans le bateau à peu près à 45 degrés pour des valides et ça ne bouge pas. Pour moi, vu que je n'ai pas de flexion de cheville à gauche, il faut que mes talons puissent se lever pour que quand j'aille sur l'avant, sur le geste du rameur, je puisse avoir une amplitude complète. Et vous, Martin, c'est juste au niveau du siège? Oui, alors il y a des sangles aussi pour les jambes, puisqu'il faut les maintenir à la même flexion. Et il y a une sangle aussi qui est reliée au siège en PR1, qui n'y a pas en PR2, pour on va dire, aider la mobilité du tronc, donc pour gagner un petit peu en amplitude qu'on n'a pas, puisqu'on ne peut pas utiliser la flexion de jambe dynamiquement, pour se propulser. Alors, vous ramez seul, hein? Oui. C'est ça. Et vous êtes combien dans le bateau? Équipage, 4 rameurs plus un barreur. Bon, on y voit un petit peu plus clair sur la discipline de para-aviron. On va revenir tout de suite sur votre parcours et surtout vos performances. C'est l'heure de Parcours Perf. Deuxième partie d'émission, nous allons revenir sur le parcours et sur les performances de nos athlètes. On va commencer avec vous, Margot, et notamment votre médaille aux Jeux paralympiques de Tokyo. C'était il y a quelques mois. Alors la question, c'est quel bilan faites-vous de ces Jeux paralympiques? Vous êtes contente? Vous êtes déçue? Vous auriez aimé aller chercher l'or? Non, vraiment très très contente avec mon équipage. On espérait un podium. Bien sûr, on veut toujours mieux que... On peut les citer peut-être votre équipage. Oui, donc Rémi Taranto, Antoine Gézel, Erika Sozo et Robin Le Barreau, donc notre barreur. Voilà. Que nous saluons et qui fait donc moins de 55 kilos. Le barreur, oui. Exact. Et donc la médaille de bronze, on est vraiment très très heureux d'avoir réussi à la décrocher. Ça a été compliqué, enfin tendu jusqu'à la fin, parce qu'en fait nos adversaires pour cette médaille, c'était l'équipage australien. Et du fait du contexte Covid, nous n'avions pas pu faire de course contre eux depuis plus d'1 an. Donc on ne savait pas quel était leur niveau réel en fait à l'arrivée au jeu. Donc jusqu'au dernier moment, on ne savait pas. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous êtes né dans la magnifique ville de Provins, en Seine-et-Marne. Vous êtes arrivé assez tard dans la discipline, puisque vous avez commencé donc en 2019. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Vous étiez sportif de haut niveau, vous étiez dans la gendarmerie, le GIGN, un accident. Racontez-moi tout ça. Donc effectivement, je suis née à Provins. J'ai commencé la natation dès le plus jeune âge. J'ai fait des compétitions très très jeunes, en suivant les traces de ma grande sœur. Et j'ai été sur liste effectivement des sportifs de haut niveau. Alors en espoir, je n'ai pas réussi à percer au niveau international senior, seulement en junior. Et je me suis dirigée ensuite vers la gendarmerie. D'abord le régiment de cavalerie de la garde républicaine, donc à Paris. Et donc vous n'avez jamais mis un PV en gendarmerie, c'est ça que vous m'avez dit? Exactement. Un parcours atypique même en gendarmerie. Et ensuite, en 2016, je veux passer les tests du GIGN, que je réussis. C'est balèze, ça, quand même, de réussir les tests. C'est compliqué, c'est très compliqué. On pourrait faire toute une émission là-dessus. Il faut s'y préparer, et même en étant prêt, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. La réaction du corps au froid, à la fatigue extrême et à des conditions de stress très intenses. Mais bon,
ça passe ou ça casse. Donc c'est passé pour moi. Et puis malheureusement, pendant la formation, par contre, je me suis blessée sur un stage de parachutisme. Donc j'ai eu un déventement à l'atterrissage. Donc, concrètement, je fais à peu près les 10 derniers mètres en chute libre. Et donc, blessure à la cheville, et blessure au lombaire. C'est ça, exactement. Fracture lombaire, avec aussi des morceaux qui venaient un peu compresser la moelle épinière. Mais heureusement, j'ai été très très bien opérée. Et donc j'ai retrouvé l'usage de mes jambes. Et ma cheville, après de maintes opérations, j'ai donc aujourd'hui une prothèse de cheville. D'accord. Et donc vous passez un certain temps à l'hôpital. Et après, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Faut se reconstruire? Il faut se reconstruire, il faut retrouver l'estime de soi, parce que bien sûr, je m'étais construite en tant que sportive et extrêmement active, à la fois sur mes loisirs et sur ma vie professionnelle. Et là, je sortais quasiment de 6 mois d'alitement, où faire 100 mètres à pied était vraiment une épreuve. Donc je me suis remise à nager, mon sport d'origine. Et je commençais à retrouver un peu mes capacités et voir ce que j'allais pouvoir faire au niveau professionnel quand j'ai été contactée, que j'ai eu le contact avec Charles pour essayer l'aviron avec un équipage qui était qualifié pour les Jeux, mais à qui il manquait, une fille arrêtait, et donc il y avait une place qui était à prendre et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça, c'était en 2019. Fin 2019. Donc ça fait vraiment pas longtemps que vous faites partie de la famille para-aviron. Est-ce que vous auriez imaginé ramener une médaille paralympique 2 ans après, finalement? Non, évidemment. Quand j'ai commencé, surtout que les Jeux étaient 6 mois après, ils étaient à l'été 2020. Donc forcément, ramener une médaille en 6 mois, ça me paraissait vraiment compliqué. J'espérais surtout ne pas gêner mon équipage, qui eux avaient beaucoup plus d'expérience. Et après, quand on a eu le report des Jeux d'1 an, j'ai commencé à me dire, là, c'est possible qu'on fasse vraiment quelque chose, quoi. Ah, du coup, vous, le Covid, ça vous a arrangé, quoi? Le report des Jeux, oui. Le Covid, pas vraiment. mais le report d'1 an, oui, ça a été vraiment bénéfique pour mon équipage. Charles, vous pouvez me raconter un petit peu cette rencontre avec Margot et peut-être ce sentiment au moment où vous vous êtes dit, voilà, j'ai une force de la nature, quoi. Oui, effectivement, au retour des championnats du monde 2019, avec une petite contre-performance du bateau qui termine 7e, qui se qualifie, une des filles était plutôt à arrêter l'aviron. Et on s'est dit, il faut qu'on réactive tous les réseaux, il faut mettre de la densité, il faut qu'on retrouve des filles. Et on a découvert Margot donc, sur du bouche à oreille, en ayant croisé un de mes collègues de la fédération. Et ça a réactivé un petit peu le projet, ça a remis tout le monde un petit peu sur la question. Il y a eu 4-5 filles qui sont revenues un petit peu densifier un petit peu le système. Et puis le bateau a repris de l'allure, il y a eu du travail. Il faut qualifier un bateau, en fait. Il faut qualifier un bateau. On qualifie un bateau, mais on ne parle pas des athlètes, quoi. Exactement. Il y a un bateau, puis après, Voilà, le bateau se qualifie sur le championnat du monde de l'année précédente. Okay. Par contre, jusque 2 mois avant les Jeux, on peut mettre qui on veut dans le bateau. Donc c'est ce qui permet un petit peu de se secouer et puis de faire monter les performances. Et du coup, ça a été plutôt profitable à Margot et sa coéquipière et à l'ensemble du bateau d'avoir 1 an de report, un peu plus de travail, un peu plus de cohésion dans l'ensemble. Alors Martin, on va s'intéresser à vous, à votre parcours. En 2019, vous avez participé à un programme qui s'appelait La Relève. Vous aussi, vous êtes tout jeune venu dans cette famille du para-aviron. Racontez-moi un petit peu comment vous avez découvert la discipline. Alors ça a commencé effectivement avec un entretien Zoom avec des membres de La Relève qui essaient de m'expliquer, disent voilà, vous aimez bien la natation, vous savez que c'est extrêmement compétitif. Si vous voulez aller au jeu, encore une fois, c'est extrêmement ambitieux, mais la natation est extrêmement compétitive et on vous conseille, en tout cas, ça ne vous fera pas de mal de regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Alors, du fait de mes données physiologiques, je suis assez grand, puis de mon passif sportif, parce que j'ai fait du triathlon, j'ai fait la natation. Et puis en plus, une espèce d'alignement des planètes, puisque la semaine d'après l'entretien, il y avait les classifications. On m'a dit, allez-y, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Et puis, effectivement, c'était les premières fois sur un rameur après mon accident. Et des sensations plutôt intéressantes, des sensations agréables, et des efforts assez intenses. Vous avez eu des bons résultats tout de suite? Oui, au championnat de France, il y a eu… Indoor? Au championnat de France Indoor sur 300 mètres. Il y a eu une 2e place. Je ne suis pas très content de mon temps, c'est un temps de débutant, on va dire. Mais, ah oui? Oui, il y a pas mal de choses à améliorer marginalement, mais disons que la 2e place était ce que je valais. Donc, la première place était totalement inaccessible à mon niveau. Donc, première expérience intéressante, à voir ce que ça donne sur l'eau. Et qu'est-ce que vous avez ressenti par aviron? Quelle sensation ça vous procure?
venant de la natation, on n'a pas l'habitude d'avoir des efforts si violents, étant donné qu'en natation, en fait, on ne respire pas quand on veut. Donc on a plus de mal à venir se mettre réellement dans le rouge. C'est-à-dire qu'il va y avoir des limites musculaires, il va y avoir des limites, ces limites-là avant la limite du cardio. Alors que là, je me suis rendu compte vraiment que en fait, je tapais en fait dans une sorte d'effort qu'on était vraiment, par exemple, en VO2 max, on était vraiment à la limite du cardio presque. Et ça, c'était quelque chose à laquelle je n'étais pas vraiment habitué avec les sports que j'effectue avant. J'aimerais comprendre un petit peu votre quotidien. Margot, vous travaillez, vous faites que du sport, vous êtes toujours gendarme ? Alors, je ne suis plus gendarme, j'ai été réformée pour raison médicale suite à mon accident, mais j'ai eu la chance, 48 heures après ma réforme, de pouvoir signer en fait, un contrat avec la gendarmerie et le Centre national des sports des armées, en fait, de sportifs de haut niveau de la défense. Donc, ça me permet d'être à 100% sur vous le consacrez à 100% à votre sport. Exactement. Et vous, Martin, vous faites une prestigieuse école française à côté de votre sport ? Oui, en fait, avant, j'ai fait une cagne. C'est une prépa où on fait des lettres. Vous êtes plus un littéraire ? Alors, c'est une cagne avec des maths, en fait. Une cagne avec des maths, je ne savais même pas que ça existait, d'accord. Ça s'appelle BL, enfin, c'est pas très connu. Et donc, du coup, après... Là, vous êtes à l'ENS, c'est ça ? C'est ça, je fais de l'économie à l'ENS Paris-Saclay. Et qu'est-ce que vous voudriez faire, à part champion paralympique de para-aviron ? Aux grandes questions, je fais des stages dans de la régulation, j'aime bien ça, on verra s'il y a des choses à faire. Des trucs fun, quoi. Extrêmement fun. Charles Delval, on va faire un petit bilan quand même après le Covid et les Jeux paralympiques de Tokyo. Quel bilan tirez-vous ? Est-ce que vous êtes satisfait de l'équipe de France ? Oui, on a un bilan satisfaisant. Il y a 4 épreuves aux Jeux paralympiques de Tokyo. On a qualifié 3 bateaux sur les 4 possibles. On a tenté le 4e, mais il s'est blessé juste avant la sélection. Et sur les 3 embarcations qu'on amène à Tokyo, on revient avec 2 médailles. Seuls les Anglais ramènent 2 médailles. Bon, ils en prennent 2 en or. Mais voilà, tous les autres places du podium sont dispatchées parmi les autres nations. Donc on reste un petit peu dans l'élan sur lequel on est depuis des années, c'est-à-dire le top 4-5 mondial, quoi. Donc on est présent un peu partout. Et puis surtout, on a lancé une nouvelle dynamique avec une équipe d'encadrement qui se stabilise, avec Frédéric Doucet et Loïc Mariage qui entraînent à mes côtés. Et on a l'ambition pour Paris de ramener au moins 2 médailles, dont une en or. Ambition réalisable ? On souhaite, bien sûr. Et on va se donner les moyens, oui. Ça passe par quoi ? Par plus de stages, plus de travail ? Ça passe par déjà, oui, on a pu faire un vrai bilan avec les athlètes et un bilan du staff qu'on a pu mettre en commun. Ça s'aligne aussi sur ce qu'on a amélioré. Donc ça passe par une disponibilité du staff un peu plus conséquente au service des athlètes pour le suivi en stage et surtout hors stage, puisqu'ils sont éclatés sur toute la France et un peu isolés. Ça passe par quelques intervenants extérieurs, un peu plus d'outils également, de la formation, de toujours cette notion de détection en continu pour essayer de donner de l'émulation. Donc quand on va mettre tout ça en place, ça devrait marcher. Ouais. Quelles sont les prochaines grandes échéances pour vous avant les Jeux paralympiques de 2024 ? Alors on a un championnat du monde et championnat d'Europe tous les ans. Cette saison 2022, on a eu des épreuves internationales entre le mois de mai et le mois de septembre. On a pour la première fois une régate qui va être ouverte à l'international sur le bassin de Vers-sur-Marne début juillet. Régate en France qui a vocation d'être stabilisée pour le public para. C'est une année pour nous de transition, de travail, d'essai, de nouvelles compositions. Donc ça se poursuit un petit peu dans la ligne de l'alignement de 2022 et de Tokyo, puisqu'on n'a pas eu l'année de transition. On est déjà vite dans la préparation de Paris. Ouais. Mais voilà, on poursuit quasiment avec 80% de notre effectif de Tokyo qu'on va chercher à renforcer. Donc on a une belle équipe. Margot, vous préparez là pour les championnats d'Europe, les championnats du monde ? Bien sûr, bien sûr. Quel est à peu près votre volume d'entraînement, qu'on comprenne bien ? Il est assez variable en fonction en fait, de la proximité ou non d'une compétition. Sur une période de stage, on va monter à 13-14 heures vraiment de travail assez spécifique par semaine. Et juste pré-compétition, on va être à 8 heures à peu près. Donc vraiment d'entraînement effectif. Donc c'est assez variable. Et vous, Martin, comment vous conjuguez avec vos études ? Globalement, là, il y a toujours un peu de natation. Donc il y a quoi 6 heures de natation par semaine. Ah, vous faites toujours de la natation ? Oui, j'aime bien ça, donc quelque part. Pourquoi pas ? C'est ça. Et si on tombe dans l'eau ? Oui, effectivement, c'est utile.
Et en aviron, pour l'instant, c'est assez léger parce qu'il y a pas mal d'ajustements à faire, ce genre de choses. Bon, là, il doit y avoir 4 heures grand max, avec l'objectif, bien sûr, d'augmenter. 4 heures par semaine? C'est ça. Mais bon, voilà, parce qu'il y a pas mal d'ajustements à faire, donc éviter la blessure à tout prix. Donc avec l'objectif d'augmenter progressivement. Voilà. Ça passe vite, très vite, on est presque à la fin de cette émission. Charles, on va terminer avec vous. Il y aura 5 épreuves en 2024, une de plus qu'en 2021. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça nous inspire un nouveau challenge, une discipline sur laquelle on voudrait être présent. Quelle discipline? Le 2 de coupe PR3, qui était déjà au programme des championnats du monde, mais qui passait au programme des Jeux. Et on a un groupe PR3 assez dense, assez performant. Donc on souhaiterait être parmi les meilleurs dans ce bateau-là. Donc normalement, vous êtes concerné, Margot? Oui et non, il faut attendre encore la réglementation vraiment définitive de la part de la Fédération internationale pour savoir qui parmi les PR3 pourra monter dedans. Le double PR3 peut être réservé à certains types de handicap. Voilà. Et d'ailleurs, on ne connaît pas encore la composition de l'équipe de France, ni pour les championnats d'Europe, ni pour les championnats du monde, et encore moins pour les Jeux paralympiques. Quand est-ce que ça va se faire? Là, les athlètes français sont encore en période de sélection. À partir de mi-avril, on va pouvoir définir un collectif de travail pour la saison. Et puis pour les Jeux paralympiques, ça se décidera 3 mois avant. Et sans spoiler, est-ce que Margot a des chances d'intégrer l'équipe de France? Oui, on espère bien. On compte sur elle. Et Martin, qui est plus jeune? Martin, c'est le défi des prochains mois, c'est de mettre un petit pari sur lui. On voudrait vite le mettre à l'étrier parce qu'il présente un potentiel physique, il est jeune. Je ne sais pas s'il sera prêt pour Paris, mais en tout cas, il peut envisager aussi l'avenir. Donc, on va essayer de l'accompagner au maximum. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation de Sport en France. On va suivre vos performances et bien évidemment, on tiendra à informer nos téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Avomarque avec une nouvelle discipline à découvrir. Salut.